L'association de défense des droits de l'homme Wikijustice, Julian Assange, traque au travers le monde les grands réseaux pédocriminels. Des plaintes de crimes contre l'humanité sont en cours. Les enquêtes révèlent une même façon d'opérer dans les réseaux Dutroux, les réseaux d'Epstein et tous les grands réseaux pédocriminels internationaux. Les mêmes filières d'enlèvement, une même marchandisation des enfants, des rabatteurs aux équérisseurs, les mêmes routes du trafic. Nous explorons ces réseaux de l'enfer avec la présidente de l'Association de défense des droits de l'homme Wikijustice, Julian Assange, Véronique Pidancet-Barrière. Générique. Nous sommes en guerre. Mais l'engrenage est parti, la guerre mondiale a commencé. Eh bien, la revue géopolitique profonde, en ce samedi soir, celle de juin, voilà, je l'ai en main, celle de juin 2026, Projet Gaïa, le déclin terminal de l'Europe, avec des articles sur l'OTAN, la Chine, la physique quantique, tiens, vers une révolution paradigmatique. Ça change un peu, il y a de la technoscience. C'est vrai que c'est souvent Laurent Ozon qui s'y colle sur ces articles. Et puis l'Amérique 1812-2026 qui répète ses erreurs. Ça, voilà, c'est la revue confidentielle, la 36e de juin 2026. Et puis, eh bien, lorsque vous êtes membre de cette association, vous avez à ce moment-là une carte de réduction qui vous permet, entre autres, d'aller sur les produits dérivés de Géopolitique Profonde. Géopolitique Profonde, la revue, n'est plus seulement une revue confidentielle, c'est aussi une maison d'édition. Alors je rappelle le livre, nous l'avons reçu, que ce soit Mike ou moi-même, ou Raphaël aussi, Claude Meunier-Berthelot, sur ce plateau, L'école de la République totalitaire. Voilà, donc n'hésitez pas à vous procurer le livre de Claude Meunier-Berthelot. C'est un livre à lire sur l'école, sur les réseaux de la seconde chance, les réseaux réussites, sur une élite de substitution et l'abêtissement général de l'élite. Il ne faut vraiment pas manquer ce livre de Claude Meunier-Berthelot. Je me tourne tout de suite vers mon invité du jour, Véronique. Vous êtes, ma chère Véronique, eh bien, la présidente de l'association Wikijustice, Julian Assange. Mmh. Alors, moi, la première question que je me pose, c'est quel rapport et comment c'est fait justement ces recherches. Comment Wikijustice, Julian Assange, a pu être amené à s'intéresser à un moment donné aux grands réseaux pédocriminels internationaux. Eh bien parce que quand on a commencé à travailler sur l'affaire Assange, la première chose qui nous a sauté aux yeux, c'est qu'il sortait d'un réseau pédocriminel. Alors voilà. Donc, ce que tout le monde ne sait pas. Ce que tout le monde ne sait pas, effectivement. Donc il a été élevé dans une secte qui s'appelle le Family Cult, qui est une secte qui se trouve en Australie, qui est liée à un hôpital psychiatrique où les enfants étaient séquestrés dans des pièces noires, passés sous interrogatoire avec des produits médicamenteux de toutes sortes. On a fait toute la liste. Où les enfants étaient déplacés d'un endroit à un autre et où ils changeaient de famille et ils changeaient de nom. Donc on est sur une véritable secte avec des enfants qui sont maltraités. Donc Julian Assange a grandi dans cette ambiance-là. Et donc c'est un enfant né dans les réseaux ou élevé dans les réseaux ou kidnappé et mis dans les réseaux, on ne sait pas. Et l'autre chose qui nous a amené à nous intéresser à l'enfance, c'est qu'en fait, très vite, quand on a commencé à travailler sur l'affaire Assange, on a reçu des éléments d'Australie concernant son acte de naissance, qui est un faux, qui porte le nom de sa mère, oui. qui
Alors les Australiens, les journalistes australiens et les témoins australiens nous ont envoyé l'acte de naissance de Julian Assange, plus un acte de naissance véritable pour qu'on puisse faire une comparaison, ce qu'on a mis dans nos plaintes. Donc on s'est aperçu très vite qu'il n'avait pas d'identité, puisqu'il le dit lui-même dans un document qui est contresigné par un consul équatorien. Il dit qu'on l'appelait Julian Paul Hawkins quand il était petit. Ouais. On a mis, les documents sont en ligne, les gens peuvent aller les voir sur le site. Alors le site, rappelez-nous comment... Wikijustice, Julian Assange. Très bien. Voilà, c'est simple pour y aller. Et donc, il n'avait pas de nom, puisque lui-même dit qu'il prend le nom de Julian Assange. Mais pour prendre le nom de quelqu'un, pour prendre un nom dans quelque société que ce soit, il faut faire une démarche juridique. Or, il dit lui-même que la démarche juridique n'a pas été faite. Donc, aujourd'hui, nous affirmons, nous ne savons pas comment s'appelle Julian Assange. Et dans les réseaux pédocriminels, c'est quelque chose qui est récurrent. Les enfants changent de nom, les enfants changent de nationalité, les enfants changent de parents. Enfin, il y a une espèce de mouvement comme ça qui se fait. Donc, quand ils ont un nom, m'avez-vous dit hors quand ils ont un nom, micro. oui, parce que quand C'est ils ont un terrible. nom, parce que ce que nous pensons, c'est qu'il y a des enfants, comme c'était le cas quand il y avait ce qu'on appelle des bordels ou des maisons closes. Il y avait des enfants qui naissaient dans les maisons closes et qui n'étaient pas déclarés civilement. Et là, nous pensons qu'il y a des enfants qui naissent dans les réseaux, qui sont exploités dans les réseaux, qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas donc d'identité, qui ne peuvent pas se manifester sous une identité quelconque, qui sont donc prisonniers du réseau, qui n'ont pas d'argent ou de possibilité d'avoir un compte en banque puisqu'ils n'ont pas d'identité avérée, ce qui en fait des esclaves en réalité. Et donc il faut bien comprendre que dans les réseaux, il y a toute une partie du petit personnel qui grandit dans le réseau et qui reste esclave dans le réseau. Dans le réseau. Et alors, ils peuvent finalement, et c'est un petit peu ce dont on va parler aussi dans cette émission, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer c'est comme une marchandise, hein. Ça se recycle. Ils peuvent faire ils ont plusieurs vies dans une vie, si j'ose dire. C'est une horreur. Et par contre, ils restent dans ces réseaux parce que ces réseaux font, entre autres, ces réseaux pédocriminels ont de multiples fonctions. Alors, ils ont de multiples fonctions et l'enfant, vous utilisez le mot marchandise, est une marchandise, effectivement. Alors, nous, on a des témoins qui nous ont dit que de 0 à 3 ans, ils étaient bons pour l'adoption. De 3 à 12 ans, c'était les réseaux pédocriminels. Et c'est là où ils rapportent le plus. L'adoption, ça rapporte beaucoup. Les réseaux pédocriminels, ça rapporte beaucoup. Après, soit ils sont orientés vers la prostitution plus banale, de jeunes adultes puis d'adultes, ou il y a les réseaux de trafic d'organes, le crime organisé, parce que voleurs, hommes de main, tout ça, ça marche aussi. Et quand vous n'avez pas d'identité, vous vous couchez, hein, vous dites oui, vous obéissez parce que personne ne vous croit. Personne ne vous connaît, vous ne pouvez ni ester en justice, ni même Exactement. porter plainte parce que quel est votre nom. Vous n'avez pas de sécurité sociale, vous ne pouvez pas aller à l'hôpital, vous pouvez aller nulle part. Vous êtes tributaire de la cellule dans laquelle vous avez été placé, en fait. Ce qui est facile pour ces réseaux comme ça d'avoir la main sur ces personnes. Et d'utiliser du petit personnel qu'ils vont placer à des endroits stratégiques pour créer un chaos, voler dans une bijouterie, enfin, tout est possible. Parce que ce que vous expliquez très bien, c'est que ces réseaux, en fait, osons le mot, ce sont des mafias. Ah oui, totalement. Et ils ont le fonctionnement des mafias. Ce sont des mafias très cloisonnées qui créent des petites cellules par-ci par-là, qui ont des actions terroristes quelquefois, parce qu'il y a des mafias qui ont parfois des actes terroristes. Ils influent sur les gouvernements, sur les pays. Ça a une force, ces mafias-là. Et donc, nous, une des premières choses qui a été, qui nous est apparue importante, c'est de dire à ces enfants, nous savons que vous existez, que vous êtes devenus adultes pour certains, que nous vous avons rencontrés d'ailleurs sur certains événements, y compris sur les événements Assange, et que nous sommes prêts, et que nous avons demandé d'ailleurs dans nos plaintes, qu'ils puissent se manifester et que leur soit donnée une identité et que soit faite une recherche pour retrouver leurs parents, ou retrouver leurs origines, ou savoir d'où ils viennent. Alors ça va être très compliqué, hein, parce que les enfants viennent de partout. Dans l'affaire du trou, c'est la Tchéquie, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, l'Afrique. Sachant qu'en plus, il y a des filières, il y a des routes. Il y a des filières, il y a des routes.
Alors en France, la route, elle passe par le tunnel du Mont Blanc, elle suit tout le sud de la France en passant par Marseille, elle passe par Perpignan, là on a un croisement, ça descend de Barcelone, Oui. le Maroc, ça remonte vers le nord. Voilà, ça circule comme ça. Donc ce qui est important, c'est de savoir que les mafias tiennent les ports, les mafias tiennent les tunnels. Ouais. On a tout un système qui se met en place. C'est pas du tout une mafieuse qui s'est mis en place avec les réseaux de pédocriminalité. C'est très important de le savoir parce qu'on a tendance à penser que voilà, c'est des enfants qui sont pris comme si par là, mais c'est pas ça du tout. C'est une mafia très organisée qui gagne beaucoup d'argent, qui fait beaucoup de trafic sur tous les fronts. Les enfants ne sont qu'une partie du commerce. Les voitures, la drogue, les cigarettes, tout y passe. Même le trafic d'êtres humains, la prostitution. La prostitution est au centre de la chose. Parce qu'en fait, on n'a plus des maisons closes, mais on a des maisons closes cachées, qui sont des bars qui ont pignon sur rue, mais qui sont aussi couverts par certains policiers ou par certains juges. Enfin, on le voit dans plein d'affaires. Donc, Or, ça nous est présenté souvent dans les grands médias. Alors, prenons par exemple l'affaire Dutroux, c'est pratiquement le loup solitaire. C'est le pédocriminel seul qui agit, alors qu'en réalité, pas du tout. Alors, pas du tout, parce que dans l'affaire Dutroux, il y a déjà, on se l'est dit hors antenne, il y a déjà 30 témoins qui sont assassinés ou qui disparaissent de façon assez... C'est quand même énorme. assez violente, 30 témoins qui disparaissent, ça fait beaucoup. Et des activités de ces réseaux qui continuent alors qu'il est en prison, oui, qui prouvent qu'il n'est pas tout seul. Donc on peut par exemple dire que dans un rapport d'autopsie, donc on nous a dit que Julie et Mélissa étaient mortes de faim. Alors je ne rentrerai pas dans les détails, mais dans le rapport d'autopsie, ce n'est pas le cas. Pendant que Dutroux était en prison, elles ont été utilisées. Donc il y a des témoins qui les ont vues dans des endroits de prostitution, qui ont témoigné, mais les pistes ne sont pas suivies. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les pistes ne sont pas suivies. Quand on lit les PV d'audition, quand on lit les rapports de police, on se rend compte que oui, il y a les faits, mais ils ne sont pas suivis des faits, comme on dit. Donc, C'est-à-dire que les enquêteurs ne font pas leur boulot ? Les enquêteurs, les juges, tout le monde freine, hein, parce qu'il faut bien le dire, il y a quand même une volonté... Enfin, il y a des gens qui sont piégés dans ces réseaux-là, hein, des gens qui ont pignon sur rue. Des juges, des policiers aussi. Probablement, oui. Et qui, probablement, touchent aussi... parce que la mafia fonctionne comme ça. Il faut bien connaître le fonctionnement de la mafia. La mafia, elle s'introduit dans les institutions et elle paye des gens pour se maintenir en place. La mafia, il faut dire, tous les textes de loi italiens sur la mafia, c'est quand même les meilleurs. Ils expliquent très bien comment fonctionne une mafia. Elle achète, elle place ses hommes, et elle vampirise tout. Ce sont des parasites, avant toute chose. Si vous voulez rester en place, le meilleur moyen de rester en place, c'est quand même de squeezer les institutions. Et alors, vous faites un rapprochement parce que vous considérez que finalement, tous ces réseaux pédocriminels internationaux fonctionnent un peu tous de la même façon, on va en parler, et vous faites un rapprochement clair entre l'affaire Dutroux et l'affaire Epstein. Oui, parce que le modus operandi est le même. En réalité, dans l'affaire Epstein, si on résume, qu'est-ce qu'on a ? On a un type qui prend des jeunes filles, qu'on appelle des Lolitas. C'est déjà limite, je trouve, d'appeler ces jeunes filles des Lolitas. D'où le Lolita Express. D'où le Lolita Express. Mais c'est quand même des expressions qui comptent. Une Lolita, c'est Nabokov, c'est joli. Mais c'est pas joli. C'est des jeunes filles que l'on va violer, que l'on va obliger à faire des choses qu'elles n'ont pas envie de faire et qu'elles n'ont pas l'âge de faire. Donc les appeler des Lolitas, déjà, moi, dans la presse, ça me choque. Oui. Donc je vais dire que ce sont des jeunes filles qu'on emmène voir des vieux barbons et on leur fait faire des choses pour piéger les vieux barbons. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est filmé. Et donc toutes les actions qu'a fait Epstein sont filmées. Mais vous savez, dans les années 50, les balles roses, c'était exactement la même chose. Et le rabatteur, c'était le chauffeur de Roger Vibotte, qui était le chef de la DST. Et tout était filmé. Et tout était archivé. Et tout servait de monnaie de pression ou de monnaie d'échange. Donc les services étaient déjà derrière ce genre. Les services étaient déjà derrière. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est de notoriété publique. En fait, il a été condamné, le chauffeur de Vibotte. Alors évidemment, on n'est pas arrivé jusqu'au patron de la DST, mais le chauffeur, c'était son chauffeur. Il rabattait les filles, il les amenait dans les appartements, il faisait des films, et c'était stocké. Donc ça existe depuis très longtemps, et en France. Donc Epstein faisait la même chose, et Dutroux faisait la même chose.
Dutroux, c'est la même chose, en fait. Mais bien sûr, parce que qu'est-ce qu'on retrouve chez Dutroux? On retrouve des cassettes, à l'époque c'est des cassettes vidéo, avec des images pédocriminelles. Alors comment ils fonctionnent? Ils prennent des dessins animés et ils mettent des images de pédocriminels au milieu du dessin animé D'accord. de Walt Disney. Et donc ils ont trouvé des cassettes comme ça. Donc c'est pas le même niveau, mais c'est la même façon de faire de l'argent. Mais le Jean-Michel Nioul, qui est en lien avec Dutroux, lui, il a un club d'échangistes, un club. Il commence dans un appartement privé, il finit par acheter un autre club qui s'appelle le Dolo. Et là, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit des personnalités et il leur met dans les pattes des petites jeunes filles de 14 ans qui viennent du Congo. D'où viennent ces petites jeunes filles? Elles ont 14 ans, elles ont entre 13 et 14 ans. Il y a des témoins qui le disent, et pas d'enquête. Et les enfants, on ne sait pas où ils sont. Ils disparaissent. Ah, les enfants disparaissent. Soit c'est pour ça, ils grandissent dans les réseaux, ils changent d'identité, je ne sais pas ce qu'ils deviennent, soit ils meurent. Ouais. Julie, Mélissa, elles sont mortes, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres enfants qui sont morts, dont on retrouve le fichier de la honte, le fichier Zandorf, qui a été sorti par Laurence Beneux et Serge Garde. Il y a des gens qui ont reconnu des enfants qui étaient dans l'affaire Dutroux, dans ce fichier. Il y a des gens qui ont reconnu des filles qui étaient dans l'affaire des disparus de Lyon dans ce fichier. Personne n'a rien fait, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Mais le gouvernement, malheureusement, n'a pas bougé parce qu'il l'avait reçu, le fichier. Ils n'ont pas fait d'enquête, il n'y a pas d'enquête. On en discutait tout à l'heure. Maxwell, elle est née en France, elle est née en Maison Lafitte. Ghislaine Maxwell, oui. Ghislaine Maxwell, qui ne s'appelle pas Maxwell, on va le dire. Oui, le père ne s'appelant pas Maxwell. Le père ne s'appelant pas Maxwell, il s'appelait s'appelle comment? Or. Or. Yann Or. Et donc, ses enfants s'appellent Or. Voilà. Donc, il y a une question juridique qui se pose aussi, là. C'est qui est poursuivi aux États-Unis? Parce que moi, j'ai regardé les plaintes qui ont été faites aux États-Unis. C'est Ghislaine Maxwell qui est poursuivie aux États-Unis. Mais qui est Ghislaine Maxwell? On ne vous poursuit pas sur un pseudonyme. Normalement, non. Non, on est responsable que de son propre fait, selon la loi. Donc, si vous êtes poursuivi sous un faux nom, eh ben, vous n'êtes pas poursuivable. C'est pareil pour Assange. C'est un des arguments juridiques qu'on a sortis dans l'affaire Assange. C'est qu'on dit de vous faire des procédures, mais il n'existe pas. Donc, vous faites une procédure contre qui? Il faut se poser toujours les questions juridiques. Mais on a l'impression que la justice, elle, et la police s'en moquent un peu de ce genre de sujet, de questions. Alors, on ne va pas mettre toute la police, toute la justice dans le même panier, parce qu'il y a des avocats. Nous, on est en train de mener une action à l'international, et on se rend compte qu'il y a des juges, des avocats, des policiers qui veulent que ça change. Malheureusement, les mafias sont violentes. On meurt facilement. Donc, les policiers sont en première ligne, donc effectivement, ils ont parfois peur de mourir. Et les juges aussi. On en a vu d'autres qui sont morts pour s'être battus contre la mafia. Mais oui, c'est couvert. Oui, c'était la première des choses qui aurait dû être posée quand on a fait l'affaire Assange, c'est d'où sort cet homme? Qui est-il? Quel est son nom? Pourquoi est-il là? Donc, mais bon, comme moi j'ai vu Assange en procédure, quand vous faites face à un homme qui est torturé, qui dort debout, qui a mal, ça se voit, qu'est-ce qu'il fait? Entre les mains de qui est-il? Voilà. Nous, on a fait 3 rapports médicaux qui prouvent la torture d'Assange. Qui compris, il a été torturé. De la personne que nous avons vue au tribunal, parce que nous sommes allés à toutes les audiences. On avait toujours un délégué à toutes les audiences. Et on a eu 3 fois un médecin qui a fait 3 rapports médicaux. Alors, pour revenir sur ces réseaux et sur les services de police ou de justice, en plus, il y a une fâcheuse tendance, vous parliez des vidéos, mais ils ont tendance d'aller perdre ces vidéos. Ah, ça, ils perdent. Ça, quand même, c'est ennuyeux. Ça, ils perdent à peu près tous les dossiers. Ils perdent les vidéos, ils perdent les CD-ROM. Elisabeth Guigou est un exemple parfait. Elle a reçu le CD-ROM de Zandorf. Elle a fait comme si elle n'avait pas reçu. Alors Zandorf, rappelez-nous. Zandorf, c'est un fichier qui a été trouvé par un homme qui s'appelle Marcel Versomen, qui a été sorti par un journaliste de l'Humanité qui s'appelle Serge Garde et une journaliste, je crois qu'à l'époque elle était au Figaro, Laurence Beneux, et qui répertorie je ne sais plus combien d'enfants dans les réseaux pédocriminels. Et la police a eu beaucoup de réticence à faire venir les gens. Les gens ont eu beaucoup de mal. Il a fallu qu'ils trafiquent un peu pour que les gens puissent venir identifier leurs enfants. Ils ont quand même réussi à faire identifier des enfants. Oui, sur les vidéos.
sur les vidéos, y compris des enfants de l'affaire Dutroux, Oui. des enfants je l'ai dit tout à l'heure, des disparus de Lyon, mais des enfants qui ont été dans le CRIES ou dans les réseaux qu'on pourrait appeler les réseaux Doucet, Oui. parce que le premier correspondant de Dutroux et de l'affaire CRIES en France, c'est Doucet. C'est le pasteur Doucet. Et donc, il y a de fortes chances qu'il soit mort pour ces raisons-là, parce qu'en fait, le pasteur Doucet, il est connu pour je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, il a quand même fait l'éloge de la pédophilie, de la pédocriminalité, C'est ça. de la pédophilie. Oui, c'est vrai, pas que de l'homosexualité, Pas de la de transidentité. l'homosexualité. Il a fait l'éloge de la transsexualité. Oui. En fait, il était là pour ça. Mais il était impliqué dans les tournages de cassettes et vidéos qui ont lieu dans le cadre de l'affaire Criès, ces cassettes ayant été tournées, très étonnamment, dans le siège de l'UNICEF. Dans le siège de... Ça, c'est fou, ça. Au siège de l'UNICEF. Non, mais c'est quand même incroyable. Ouais. Et là aussi, ils ont perdu les cassettes. Et là, ils ont perdu les cassettes. Et parce qu'il y a des gens qui sont impliqués dans ces affaires qui ne veulent pas que ça sorte. Oui, c'est ça. Il faut le dire. Mais je crois qu'à un moment donné, il va falloir... C'est pareil aux États-Unis. C'est pareil dans l'affaire Epstein. Pourquoi ça freine autant ? Vous imaginez le nombre de gens qui risquent de tomber en cascade. Il faut quand même prévoir le coup. Enfin, c'était très compliqué. Et je pense que tout le monde a très peur. Mais on ne sortira pas des réseaux de pédocriminalité, on ne sortira pas de cette mafia si on ne dit pas la vérité. Et c'est une vérité qui est complexe, parce que ce sont des réseaux extrêmement complexes. Alors, ce sont des réseaux extrêmement complexes, ce sont des réseaux que l'on couvre ou qui se font couvrir parce qu'ils fonctionnent comme des mafias, vraiment comme des mafias, c'est-à-dire qu'ils font du chantage, ils font de la menace, ils achètent, enfin voilà, il y a tout ça dans les trucs, ils tuent, il faut tuer, ils tuent, c'est pas trop un problème pour eux, et parce qu'ils sont très 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 cloisonnés. C'est-à-dire qu'on se rend compte, quand on enquête sur les réseaux, on se rend compte très vite que ce sont des cellules. Donc la cellule Epstein, la cellule Dutroux, la cellule Doucet, il y en a plein d'autres, parce qu'il y a et puis il y a des lieux de prostitution infantile qui sont connus. En Hollande, par exemple, il y a pendant des années 2 bars très connus, ils n'ont jamais intervenu. C'était de l'équarrissage de petits garçons. On allait les chercher dans les pays de l'Est, où on prenait les petits-enfants pauvres des pays de l'Irlande ou de l'Écosse, on les amenait là-bas, ils servaient de chair fraîche. Voilà. Et personne ne bougeait. Et tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Ils ont été condamnés. Ils ont été condamnés. Il y en a un qui est allé se réfugier en Thaïlande, où il a refait le même business, où personne n'est allé le chercher. Et quand les enfants sont thaïlandais, alors on ne cherche même pas. Thaïlandais, Camerounais... ils n'existent pas. Ils n'existent pas. On les voit sur les vidéos. Il y a des gens qui les voient sur les vidéos. Mais ils ne vont pas les chercher. D'ailleurs, on pourrait discuter du fonctionnement des ambassades. C'est-à-dire ? Nous, dans l'affaire Michel Endo, là, qui est l'affaire camerounaise... Alors, expliquez-nous l'affaire... Alors, l'affaire Endo, c'est une maman camerounaise qui s'est vue enlever ses 2 enfants... de façon très arbitraire, sur une ordonnance, ça, vous avez juge pour enfants, donc juge là, pour on enfants, est... etc., qui a été délivrée après la prise des enfants. Donc, ce qui fait de la prise des enfants par un système qu'on nous dit être un système de l'ASE, on pourrait revenir sur le système de l'ASE parce que c'est juridiquement pas du tout légal et fiable, mais l'ordonnance est éditée après qu'on ait pris les enfants. Et après que le proviseur du collège, la proviseure adjointe... Principale. La principale, oui, voilà. Principal adjoint et je ne sais plus qui, contraignent l'enfant, qui est un des enfants, le garçon, à écrire une lettre dénonçant sa mère comme maltraitante. À partir de cette lettre, il bloque l'enfant dans l'établissement. Il y a quelqu'un qui vient le chercher. La mère n'est pas au courant, elle travaille, elle est aide-soignante, donc elle travaille dans les hôpitaux, elle n'est pas au courant. Et de fait, ils prennent la petite fille à l'école primaire, et ils la séquestrent. Enfin, ils la prennent, et la mère ne sait rien. Et pourquoi ils prennent la petite ? Parce que le garçon ne dit qu'elle n'est... Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on va essayer... Moi, je la vois quelque temps après. Donc, les ordonnances s'enchaînent, il la place en garde à vue, une garde à vue sauvage. Rien ne tient juridiquement. Si vous avez lu la requête en unité, rien ne tient juridiquement. Et là... Des enfants qui étaient en bonne santé, on se retrouve avec un garçon de 14 ans qui fait le tapin à la gare du Nord, alors qu'il est sous la tutelle d'éducateurs
du service des services d'aide sociale à l'enfance, parce qu'il ne faut pas parler d'ASE, il faut parler des ASE, une ASE, et qui prend des drogues, qui boit, qui est déscolarisé. Donc c'était un enfant déscolarisé. Aujourd'hui, il est déscolarisé, il est dans un état pitoyable psychiquement et physiquement. On a des vidéos le prouvant, sa mère a pris des vidéos le prouvant, comme en plus elle est aide-soignante et qu'elle est plutôt balèze dans son domaine, elle a fait tout ce qu'il fallait. Et la petite fille disparaît. Donc la petite fille, je l'ai vue en visite médiatisée avec la mère le 8 juillet 2024. Et depuis, nous sommes sans nouvelles de cet enfant de 9 ans. Pas de nouvelles par téléphone, pas de visite, pas de droit de visite. Et sur une des ordonnances, ce qui est totalement illégal et qui va à l'encontre des droits de l'homme, il est marqué qu'elle est placée au secret. Je ne sais pas quel juge a osé prendre une telle décision. Enfin, je sais le nom du juge, mais enfin bon. Vous imaginez qu'on est quand même au-delà de tout ce qu'on peut admettre dans la... Donc ça, pour vous, ce sont des enfants qui ne sont pas placés dans des familles d'accueil. Il y a une autre... Officiellement, elle est placée dans une famille d'accueil. Mais qu'est-ce que vous pensez d'un enfant qui disparaît? Ça fait 2 ans, presque. Pas de nouvelles. Le père est au Cameroun, demande à avoir un contact téléphonique avec sa fille. Il n'a pas le droit. Il a l'autorité parentale. L'acte de naissance est à son nom. L'acte de naissance est au nom de la mère. Ils sont tous les deux ressortissants. Ils sont tous ressortissants camerounais. Moi, je suis allée plusieurs fois à l'ambassade. Je suis très étonnée que l'ambassade ne bouge pas. Parce que l'ambassade aurait dû bouger depuis très longtemps, aurait dû taper sur la table et dire à la France de renvoyer. Ils demandent à rentrer. Ils veulent rentrer dans leur pays. Ils veulent plus. Ils sont dégoûtés de la France. Ils veulent plus. Ils veulent qu'on leur rende leurs enfants. Ils veulent retourner au Cameroun. Mais personne ne bouge. Ni côté Cameroun, ni côté France. On a saisi tous les ambassadeurs. J'ai saisi tous les ministres. Je suis allée plusieurs fois à l'ambassade. Où je l'ai dit d'ailleurs, et les journalistes d'ailleurs le répètent aussi, dans certains pays, les enfants disparaissent. Il y a tellement d'enfants qui disparaissent qu'on pourrait croire qu'on les mange. J'ai entendu plusieurs fois cette phrase-là, qui est étonnante. Des pays d'Afrique? Pays d'Afrique et pays de l'Est. Europe de l'Est. Europe de l'Est. Nous, on a face, dans le cadre de l'ASE, on a fait face à des choses assez surprenantes. Il y a quand même des petits Bulgares qui ont été retirés à leurs parents parce qu'ils leur donnaient à manger trop de chocolat et de saucissons. Alors qu'ils ne mangent pas de saucissons. Ah oui, mais pas de saucissons, c'est pas trop dans leur... ils sont musulmans, donc c'est pas trop dans... En effet. Donc c'est pas trop dans leur culture. Et on a aussi le cas d'un bébé qui a été... d'une tentative de vol d'un bébé bulgare dans un hôpital de la région parisienne. Donc les enfants, il y a tout dans les enfants. Il y a ceux qui naissent dans les réseaux, il y a ceux qui sont volés pour être dans les réseaux. Et puis, il y a aussi une théorie qui dit qu'ils font des photos. Ça s'est passé beaucoup au moment de l'affaire Dutronc. Il y avait des Mercedes qui venaient de France, toutes blanches, qui faisaient des photos des gosses à la sortie des écoles. Et en fait, il semblerait qu'ils créent des catalogues à partir de là et qu'ils fassent choisir à leurs clients sur catalogue. Et après, ils prennent l'enfant. Et après, ils kidnappent l'enfant. Ils kidnappent l'enfant. Donc, vous voyez, on est dans un business... Et on a une partie des institutions qui sont impliquées dans le business. Enfin, moi, je suis très effarée parce que, par toutes les émissions que j'entends, il y a des gens qui ne montent pas au créneau. Rendez-vous compte, on nous dit qu'il y a des gamines, et moi j'ai des témoignages, qu'on vient chercher en voiture devant les centres d'accueil de l'ASE, les foyers de l'ASE, pour les amener se prostituer. Mais ça fait quoi de l'État français? Ça fait de l'État français le premier proxénète de France. Ouais, complètement. Donc il faut arrêter de dire que c'est... On peut pas, ils sont sous la responsabilité. La responsabilité parentale, c'est de protéger son enfant, c'est dans la loi. Donc s'ils prennent la responsabilité de l'enfant, c'est à eux de les protéger. Donc aujourd'hui, les ASE sont sous la tutelle des conseils départementaux. Ça fait des conseils départementaux les premiers proxénètes de France. C'est pas le ministère, c'est les conseils départementaux. C'est même le président du conseil départemental. Mais il y a quand même aussi une tutelle du ministère, il y a une co-responsabilité. Légalement, juridiquement, non. Juridiquement, non. Juridiquement, l'ASE n'existe pas. L'ASE, c'est un service dépersonnalisé de l'État français, en charge de la protection de l'enfance. Déconcentré. Oui. Dépersonnalisé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de personnel. Alors vous allez voir, c'est le texte de loi. Ah oui, il n'y a pas de personnel. Il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de lieu. Qui est responsable des enfants? Parce que là, la question se pose. Qui est pénalement responsable des enfants? Bien, techniquement, juridiquement, la seule personne qui peut être tenue responsable de la vie des enfants, c'est le président du conseil départemental.
Parce que c'est lui qui est responsable de la mise en place de la politique d'aide sociale à l'enfance. C'est une politique, c'est pas un lieu, c'est rien. Donc on est dans un vide juridique. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose, Véronique, de faire une très courte pause et on se retrouve juste après ça. Bien. La revue géopolitique profonde du mois de juin 2026 avec le projet Gaïa, le déclin terminal de l'Europe. Voilà, comme ça les choses sont claires. Vous y voyez justement à la fois les logos de l'Union européenne et de l'OTAN juste au-dessus. Vous avez tout compris sur les origines et l'aboutissement de cette Union européenne avec eh bien, les auteurs que vous aimez, que vous retrouvez dans cette revue, en géopolitique, géostratégie. Vous avez même, je vous disais, un article sur la physique quantique, il y a de la technoscience, il y a du placement avec Frank Pengam, de la aussi macroéconomie. Voilà. Ça, c'est la revue. Donc, quand vous êtes abonné, vous avez une carte GPTV, du club GPTV, qui vous donne des réductions. Réductions sur, par exemple, les produits dérivés. Vous allez sur le site de GP, vous cliquez sur les liens en description et vous arrivez dans la boutique de GPTV avec les t-shirts habituels, t-shirts, pulls, sweat à capuche, Macron dégage par exemple, Forcher. Et puis vous avez les mugs. Que ferions-nous sans les mugs par exemple, eh bien, le Montjoie Saint-Denis à la Macronie. Par exemple, même si il n'est pas de cette émission particulièrement d'actualité, ce n'est pas une émission sur Macron, quoique on pourrait essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Vous avez aussi donc les mugs aux l'effigie de vos animateurs. On les aura, ça c'est pour moi, que ce soit Mike, générique, Davaï, c'est Lara, vous suivez Raphaël. Voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Vous nous faites des petites photos et puis on est très heureux comme ça de pouvoir les publier sur le site de GP. J'y veillerai. Bien, allez, on retourne vers vous, ma chère Véronique. Il y a aussi, que ce soit l'affaire Dutroux, que ce soit l'affaire Epstein, toutes ces grandes affaires, on a... Quand vous disiez, ils utilisent finalement le même modus operandi, le même type de fonctionnement. Alors, il y a quelques différences qu'on pourrait noter entre Epstein et Dutroux. On va dire qu'il y a quelque chose d'assez luxe, assez de haut niveau d'une certaine société. Voilà, chez Epstein, un peu moins chez Dutroux, c'est une des seules différences. Par contre, par exemple, vous expliquez qu'ils leurs pratiques, eh bien, ils les effectuent à peu près dans les mêmes lieux, des îles, des châteaux isolés, de luxe. Parfois, nous, on a des éléments sur des espèces de villages de vacances, avec une maison principale, des petits bungalows, et un va-et-vient incessant de voitures avec des enfants, ou des enfants qui changent tout le temps. On a des témoignages de ce type. Donc oui, ils utilisent toujours les mêmes fonctionnements, les mêmes modus operandi. On trouve souvent des piscines, d'ailleurs, dans ces trucs-là. Je pense que ça a un lien. Les piscines ? Oui, la piscine. La piscine, c'est bien quand on quand on a besoin de passer du bon temps. Oui. Donc ça fait partie, d'ailleurs, si vous regardez dans les photos de l'affaire Epstein, on voit souvent Epstein dans des piscines, des très belles piscines. Piscine, jacuzzi, etc. Avec M. Clinton, par exemple. Donc on pourrait parler dans l'affaire Dutroux, il y a une histoire qui tourne autour d'une jeune fille qui s'appelle Elisabeth Brichet, qui est une jeune fille qui est enlevée sur le trajet, qui la ramène de chez une copine à sa maison. Et en fait, 15 ans après sa disparition, Fourniret va dire que c'est lui qui l'a tuée et va donner le lieu de sa sépulture, qui est un château.
Dans un château. Dans un château. Fournirait avec beaucoup de châteaux. Mais on se demande comment ils arrivent à avoir de l'argent. Oui. C'est pareil pour Dutroux, c'est pareil pour Epstein. Alors les flux d'argent existent. C'est-à-dire que pour Epstein, il reçoit de l'argent, il est en prison, oui, il est condamné, on ne sait pas d'où sortent les flux d'argent. Pour Dutroux, c'est pareil. Souvent, il reçoit de l'argent avant l'enlèvement d'une gamine. Ça arrive sur son compte en banque par des voies détournées, par le copain qui vient déposer. Ça se dépose souvent en liquide. Ouais. Fournirait, c'est pareil. Et Fournirait comme Dutroux, et d'ailleurs comme Epstein. Donc, s'il y a des flux d'argent comme ça, c'est qu'il y a des gens derrière pour appuyer sur un bouton. Ah oui, envoyer bien de sûr. l'argent. Bien sûr. Il y a des commanditaires. Il y a des commanditaires, ça c'est clair. Dutroux n'est pas le commanditaire. Non. Dutroux, au départ, c'est un petit trafiquant de voitures, il fait du trafic de voitures. Donc c'est pas du tout un commanditaire, c'est un rabatteur. Il va draguer les filles à la patinoire et il les ramène dans les réseaux de prostitution, notamment pour Jean-Michel Nioul et son club d'échangistes. Donc c'est des filles jeunes, il est beau garçon à l'époque, et donc c'est le rabatteur idéal. C'est un rabatteur. Et donc cette petite Élisabeth Brichet, sa mère voit que la police ne fait rien, donc elle engage un détective privé, elle part sur les traces de sa fille avec ce détective privé. Elle va retrouver la trace de cette fille, on a des témoignages donc, qui sont dans des PV d'audition, mais dont personne ne s'est servi. Vous voyez, les PV d'audition, ça se perd pas, mais ça circule. Oui. On les oublie, ils sont classés, etc. Et donc elle retrouve la trace de sa fille, d'abord dans un vol d'avion pour Tenerife. Oui. Il y a une hôtesse de l'air qui fait un témoignage en disant que l'enfant est drogué, qu'elle est accompagnée d'un homme qu'ils décrivent et qu'ils arrivent à identifier, mais dont la police ne fera rien, qui voyage sous l'identité d'un pédocriminel notoire, Oui. qui dira voyager dans l'avion, mais qui n'y voyage pas parce que l'infirmière, tous les témoins diront qu'il ne ressemble pas du tout au mec, c'est un autre mec qui porte son nom. Enfin voilà, il y a toujours ce problème d'identité. Mhm. On la voit dans des hôtels des îles, et elle finit, elle prostituée et droguée. C'est-à-dire que les gens qui la croisent disent qu'elle n'est pas dans son état normal. Aux Canaries, dans les îles Canaries, c'est une chaîne d'hôtels qui est impliquée, toujours la même à peu près, dans ce genre de choses. Donc il y a des témoignages, il y a plusieurs témoignages. Donc c'est là où on voit, on sent qu'il y a quelque chose qui ne veut pas bouger, ou on n'a pas envie de vraiment gratter, parce que la mère, elle a remué ses laissères. À ce moment-là, l'enfant est vivante. Oui. Et la police belge est toujours en Belgique. Elle va venir, mais trop tard. Et en fait, ils prennent des contacts sur place et ils finissent par découvrir que la gamine a séjourné sur une île qui s'appelle l'île de Gomorrah, Oui. là où se trouve une secte. Aux Canaries. Aux Canaries. Oui. Là où se trouve une secte qui est dirigée par un type qui s'appelle Otto Muel. Et là, pour le coup, on se rapproche de Epstein parce que sur l'île, la population civile des Canaries dit qu'il se passe des soirées orgiaques avec des enfants de 3 ans à 12 ans. Enfin, tout est décrit. De 3 à 12 ans. 3 à 12 ans. Et sur cette île, il y a 150 enfants, tous blonds. Dont on ne sait pas si les parents sont dans la secte ou pas. Oui. Et qui vont disparaître au moment où la police belge va arriver avec une commission rogatoire, évidemment, ils vont faire dégager des enfants. Et ça, on se retrouve le même modus operandi dans l'affaire Assange, parce qu'Assange est dans une secte où tous les enfants ont les cheveux décolorés, ils sont blonds. Ah oui. Il leur décolore les cheveux. Ils leur décolorent les cheveux. Et tous les enfants sont blonds. Et donc là, on a exactement la même configuration. Donc nous, ça, c'est ce qui nous intéresse, parce que dans les plaintes, c'est ce qui est intéressant, ça nous permet de remonter les pistes. Oui. On suit les lieux, on suit les noms, et on suit les modus operandi. Et là, on a la même chose. Et en fait, les enfants sont obligés, dans cette secte-là, les enfants sont contraints d'assister aux ébats des adultes, sexuels des adultes. D'accord. Donc, ils sont violés aussi, puisqu'il y a des témoignages qui le disent. Et ils sont manipulés et ils sont soumis à des expériences psychologiques ou médicales, on ne sait pas trop. En tout cas, Otto Muel va être condamné une première fois par l'Allemagne, pas par l'Autriche, parce qu'il est autrichien, par l'Allemagne, à 7 ans de prison pour viol sur mineur, violence sur mineur et
et des manipulations, c'est marqué comme ça dans le truc, des expérimentations. Expérimentation sur les enfants. Voilà. Expérimentation sur les Donc enfants. on est très Le proche. mot exact, c'est expérimentation. On est très proche de Epstein, c'est vrai. Là. On est très proche de Epstein, et cet homme a fait partie de la Wehrmacht. De la Wehrmacht. Ouais. Donc donc il est passé entre les mailles du filet tout le temps, parce qu'en fait, il fait 7 ans de prison en Allemagne, puis l'Espagne l'extradie, hein, ça, il n'y a pas de souci, et puis il retourne en Espagne et finit sa vie, je crois, en Italie, il me semble. Donc, on est donc sur une île, et on a des expérimentations sur enfants, exactement comme dans l'affaire Epstein, le ranch, etc. On tombe sur les mêmes modus operandi, et des enfants qui sont utilisés pour des soirées orgiaques sur une île, avec des bâtiments, des miradors, interdiction aux populations extérieures de venir. Le détective privé, c'est un dur à cuire. Hein. Il a passé et puis ils ont senti qu'ils étaient déjà prisonniers, enfin que comme la police belge commençait à éditer les commissions rogatoires sous la pression de la mer, ils ont senti qu'il fallait qu'ils bougent. Et des bateaux privés. Des bateaux privés. Et peut-être même des jets qui viennent Exactement. dans les aéroports. Donc là, on est complètement sur quelque chose d'équivalent à Epstein Totalement. Totalement. Sur les îles Vierges. Totalement. Et il faut se souvenir que Maxwell avait affrété un bateau, vous savez, où on faisait on amenait les enfants pour faire des virées en mer, étudier la nature, etc. Et vous retrouvez ça dans beaucoup de configurations. Et notamment, il y a un bateau Apollo qui est en lien avec un réseau criminel, je ne me souviens plus trop du nom, où il y aurait un gamin qui aurait été tué sur le bateau et jeté à la mer. Donc, voilà, les témoignages, ils sont là. Moi, ce qu'on constate avec... alors, il y a un avocat qui est venu se greffer sur nos affaires. Enfin, il y en a d'autres, hein, mais lui, je peux le citer parce qu'il est venu en France et qu'il est tombé des nues quand il a vu comment marchait la justice française. Donc... Ouais. Lui, c'est Maître Chetanov, donc on est donc partie prenante tous les deux parce qu'il y a une association en Bulgarie qui se bat aussi pour le trafic d'enfants, le vol d'enfants, et il est en lien avec la Hollande, avec d'autres pays, où les trafics et les vols d'enfants sont pareils. Et donc là, on est au stade où on est face à un crime contre l'humanité. Alors voilà, vous appelez ça crime contre l'humanité. Oui, expliquez-nous pourquoi. Parce qu'un crime contre l'humanité, c'est un crime qui cible une population particulière. Or là, c'est la population ciblée, ce sont les enfants. Oui. Ils sont soumis à la torture, ils sont soumis au viol, ils sont déportés, ils sont privés d'identité. C'est monstrueux ce qui se passe avec les enfants. On est dans le pire cas de figure qui existe. Donc oui, on va porter plainte pour crime contre l'humanité, on veut que ça avance. On veut que des enquêtes soient ouvertes, on veut que les enquêtes soient reprises. Les enfants n'ont pas eu de justice. Je veux dire... oui, Dutroux est en prison, mais Dutroux, depuis le début, il clame qu'il n'est que le maillon d'une chaîne qu'il ne maîtrise pas. Mmh. Et personne n'a pris le temps de l'écouter, personne n'a pris le temps de le laisser parler. On ne le laissera pas parler de toute manière. S'il n'y a pas quelque chose qui pousse les États à sortir ou à retrouver les CD, ils perdent les CD, ils perdent des PV d'audition, ils perdent les PV, ils perdent des pièces, ils perdent de tout. Quand on sait, déjà, ils perdent, mais alors... ça disparaît, en tout cas, fort opportunément. Ouais. Ça disparaît gaiement, mais alors dans les affaires de pédocriminalité, ça disparaît encore plus gaiement. Donc on va dire que c'est pire que tout. Donc oui, on veut forcer... nous, notre objectif, c'est de mettre un terme à ces réseaux. Ça, il faut que ça s'arrête. Moi, ça m'horripile de voir que les gens... Bah oui, on transporte des Lolita d'un point à un autre. Non, on ne transporte pas des Lolita d'un point à un autre. Ce sont des jeunes filles, ce sont des enfants. On ne les transporte pas, on ne les viole pas, on ne les touche pas. C'est la moindre des choses. Et l'État doit protéger ces enfants. Donc on est face à des États qui sont totalement défaillants vis-à-vis de la protection de leurs enfants. Des enfants, des populations. Donc effectivement, il faut faire quelque chose. Pour nous, c'est urgent. Alors, cette marchandise, cette matière première, si j'ose dire, oui. C'est parce que c'est comme ça qu'ils il faut l'appeler comme ça, oui. Qu'ils les prennent, viennent de différents... il y a différentes origines. Vous expliquez, il y a ceux qui sont donc kidnappés, raptés... nés dans le réseau. Nés dans le réseau. Vous avez aussi des parents qui vendent leurs enfants ? Oui. Nous avons des parents. Dans l'affaire Dutroux, il y a des parents qui louent les enfants. On l'a dans l'affaire Outreau aussi. Hein. C'est le même modus operandi. On a des parents qui louent leurs enfants.
Mais là où il faut se poser la question, c'est où est-ce qu'on en est arrivé quand on est un parent, ou quelle sorte de parent est-on quand on loue ou qu'on vend son enfant. Ça, Oui, mais il faut se poser la question de savoir est-ce que ces parents sont nés dans les réseaux. ah, déjà eux-mêmes. Voilà. Parce qu'on en est à beaucoup de générations. Les réseaux existent depuis très longtemps. S'il y avait une volonté de les éradiquer, de la part des autorités des pays concernés, ils seraient éradiqués depuis longtemps. Ce sont des mafias très facilement. Si nous, avec nos petits moyens, on arrive à cerner des réseaux, à faire le tri des réseaux, si vous saviez le nombre de réseaux que j'ai découverts en partant de l'affaire Dutroux, vous seriez effarés. Ah oui. Espagne, Portugal, Hollande, Suède, Angleterre, Allemagne. Qui était en fait utilisé par Dutroux. Allez savoir. Comment vous pouvez savoir qu'un enfant voyage d'un endroit à un autre? Ils prennent des Mercedes, ils traversent avec des voitures, ils traversent avec des trains, ils ont des Lolita Express. Vous savez qu'il existe le Guantanamo Express. Le Guantanamo Express, le Lolita Express, c'est des avions occultes qui se promènent comme ça. Et il existe des dark places, ça existe, les dark places. Qu'est-ce que c'est, les Dark Places? Les dark places, c'est les prisons secrètes, occultes. Les sites Des noirs. réservoirs? C'est des sites noirs. Dark place aux États-Unis, c'est des sites noirs. C'est-à-dire que nous, on a découvert ça en Suède. On a découvert le Guantanamo Express en Suède sur une affaire parce que, en fait, une des craintes que pour Assange au départ, c'était qu'il soit extradé de l'Angleterre vers la Suède et que la Suède était une habituée des Guantanamo Express. C'est-à-dire qu'on vous enlève dans la rue, on vous met dans un avion de ligne et on vous transporte dans un site noir de la CIA. Ah oui, de la CIA. En général, c'est géré par la CIA. Il y en a en Pologne, on en a identifié quelques-uns en Pologne. À un moment, on a eu des informateurs qui nous ont dit qu'Assange pouvait être en Pologne. Donc vous avez des enlèvements de gens. Les plus célèbres, c'est deux Turcs qui ont été enlevés en Suède et transportés en Thaïlande, je crois. Ils sont torturés. Oui. Et pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour mériter ça? Pas grand-chose, en fait. Ils ont dû la vie sauve parce qu'ils avaient tous les deux femmes qui se sont battues comme des folles pour les récupérer, parce que sinon, on ne savait même pas qu'ils avaient disparu, parce qu'ils ont été enlevés dans la rue en Suède, plantés dans un avion et envoyés dans un site noir pour être torturés. Donc, vous savez, prendre 20 enfants, 30 enfants, les mettre dans un avion et les transporter d'un endroit à un autre, c'est très facile. Après, les stocker dans des sites noirs, des îles, c'est aussi très facile. C'est-à-dire, quand vous avez le pouvoir, quand vous avez de l'argent, vous faites ce que vous voulez avec cet argent et ce pouvoir. Il y a des Africains qui nous ont dit que dans certains villages, il y avait alors au Cameroun, au Congo, enfin dans ces pays-là, des organisations non gouvernementales, souvent d'ordre religieux, enfin avec une connotation religieuse, disons, qui venaient récupérer les enfants dans les villages et qui disaient aux parents, on va leur donner une éducation et quand ils reviendront, vous verrez, ce seront les rois du monde. Sauf qu'ils ne sont jamais revenus. Oui, ils ne reviennent pas. Oui. Ils ne reviennent pas. Donc on est dans ce cas de figure-là. Moi, ce qui m'étonne, c'est le nombre d'enfants. C'est la quantité très impressionnante. Très impressionnante. Très Vous impressionnante. pouvez donner des chiffres? On ne peut pas donner des chiffres véridiques, réels, parce qu'en fait, il n'y a pas d'évaluation possible, vu qu'il y a une défaillance des autorités, vu que qui fait les chiffres, on ne sait pas trop. Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un nombre incalculable de morts, ça c'est sûr, on en trouve, des gosses qui sont morts. Ah oui. Oui. Identifiés ou pas identifiés. Ou pas identifiés. Ouais. Ça c'est pareil pour eux. Et surtout, c'est une consommation énorme. Les productions de films pédocriminels, c'est énorme. C'est par des milliers et ça circule. Les Américains, là, dernièrement, ont mis un point d'arrêt à une filière. Ça passe par des sous-marins, mais c'est des productions énormes. Il faut produire quand même, hein. Faut produire, faut monter, Oui. et il faut distribuer. Donc tout ça passe forcément par des filières économiques et internationales. Bien sûr, le Japon est impliqué. Ils ont arrêté des gens jusqu'au Japon. Parce que les consommateurs...
C'est pas les consommateurs qu'il faut arrêter. Les consommateurs, évidemment, il faut les bloquer. Mais je veux dire, C'est souvent eux qui sont arrêtés, d'ailleurs. mais c'est eux qui sont arrêtés. Mais ça permet à la filière, parce que c'est ça le problème, c'est que la cellule, elle se défait, mais elle se refait. Mais oui, elle se recompose ailleurs. Elle se recompose ailleurs. Avec les mêmes, quelquefois. Parce que nous, ce qu'on voit dans les enquêtes et ce qu'on va écrire, c'est qu'on va retrouver les mêmes. Qui sont copains de machin, de trucs, de bidules, alors qui est doucet, qui est machin, on les retrouve partout. Sauf quand ils se font descendre, comme le pasteur Doucet, mais bon, on finit, on les suit. Bah, vous expliquez que de toute façon, dans l'affaire Dutroux, il est en prison et son business, si j'ose dire, ses réseaux continuent à fonctionner. Bah, c'est oui. Ce qu'on a dit tout à l'heure. On a trouvé dans sa cellule du matériel pédocriminel. Comment ça rentre? Il y a une complicité quelque part. Il est tellement surveillé. Oui, et puis des affaires dans lesquelles il était impliqué, mais qui, à ce moment-là, ont un fonctionnement. Oui, mais ça continue à fonctionner. Par exemple, dans l'affaire, je vous l'ai dit, dans l'affaire Julie et Mélissa, dans leur autopsie, il est clair que les enfants ont été utilisés. Alors qu'il était, lui, en prison, déjà. Donc, alors, j'emploie le mot « utiliser », je le dis bien entre guillemets, mais c'est un produit qu'on a vendu. Ces enfants ont été maltraités. Voilà, alors vous expliquez que ce sont des produits donc, qui sont en plus qu'on peut recycler. Ils peuvent servir, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, ils peuvent servir à plusieurs choses au fil des années. Au fil des années, donc l'adoption. Alors l'adoption, c'est pour ceux qui ne vont pas en mourir. Hein. Ah, mais après, qu'est-ce qu'ils deviennent dans l'adoption? Parce qu'on n'arrive pas à suivre les... On n'arrive pas à suivre les filières. Là, dernièrement, dans l'affaire des... c'est l'affaire Masneff, c'est en marge de l'affaire Masneff. Il y a une jeune femme qui a porté plainte, enfin elle doit être plus âgée que jeune femme aujourd'hui. Oui. Elle a porté plainte pour viol. Et elle dit qu'elle a été violée par Masneff notamment et prostituée par son père, qui abusait d'elle aussi. Et elle parle d'adoption illégale. Parce qu'elle ne sait pas quelles sont ses origines. C'est un enfant adopté. Donc, quand un enfant adopté finit dans une famille toxique, on va appeler ça comme ça, ben, qu'est-ce qu'il devient? On ne sait pas trop. Hein. On ne sait pas. L'adoption, on voit ça comme quelque chose de très beau, mais bien sûr. Voilà, ça dépend comment c'est fait et comment ça fonctionne. Donc oui, alors l'adoption, après, de 3 à 12 ans, nous, c'est ce qui nous a été dit, c'est le réseau pédocriminel. Là, ils sont dans les réseaux pédocriminels. Alors, avec des cotes, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui valent plus cher que d'autres, il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Hein. Et les réseaux pédocriminels, c'est soit les tournages, soit les soirées orgiaques, soit parfois des snuff movies, parce que réellement... Qu'est-ce que c'est, ça? Alors, le snuff movie, c'est des vidéos où des enfants sont tués, ou des êtres humains. Oh là là. Et malgré tout, moi, je pensais que c'était une légende urbaine, et il y a quand même des pistes. Notamment sur un petit garçon en Allemagne qui aurait fait l'objet de ce genre de vidéos. Et il y a des vidéos qui ont été saisies par la police, qui a dit circuler, il n'y a rien à voir, parce qu'on n'arrive pas à prouver que c'est une fiction ou une réalité. Et par contre, ils ont condamné le mec à 2 ans de prison, parce que les peines sont très, 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 très légères. Franchement. Pour qui? Pour les pédocriminels. Oui. Ah, c'est hallucinant. Ils font du sursis, ils ont 5 ans, ils ressortent, ils recommencent ailleurs. Enfin, c'est des raisons en France qui existent. Il y a des... Vous me disiez qu'il valait mieux être pédocriminel que vendeur de drogue. Ouais. Ou voleur de boîtes de sardines dans un supermarché. Il vaut mieux être pédocriminel. Parce que réellement, quand on fait... Alors là, pour le coup, on pourrait faire un petit bilan des plaintes, des peines. C'est de l'ordre... Bon, pour un Dutroux qui va y passer la vie, il y en a plein qui circulent. Hein. Otto-Muel est mort dehors. Tranquillou, chez lui. Hein. Il a fait 7 ans de prison. C'est pas cher payé pour tout ce qu'il a fait. Je suis persuadée qu'il y a des petits dealers qui font 15 ans parce qu'ils se sont un peu rebellés. Donc, alors que là, il y a des crimes sur enfants. Un viol, c'est un crime, hein, ça relève du pénal. Bien sûr. Donc, et il y a des gens... les peines ne sont pas du tout... alors, je ne sais pas aux États-Unis, mais en France, Belgique, Hollande, tout ça, vous pouvez y aller. Hein, ça se promène... Et puis, pour les témoignages, alors voilà, pour les snuff movies, il y a aussi le témoignage d'une avocate en Hollande qui a témoigné auprès de la justice et qui dit avoir assisté à 3 exécutions d'enfants, enfin 3 sacrifices d'enfants. Oui. Donc là, il y a un côté rituel en plus.
Il y a un côté rituel, mais là, si vous voulez, le problème, c'est que les gens qui vont déclarer, qui vont faire ce genre de déposition, ils sont tout de suite catégorisés comme fous. Il n'y a pas d'enquête ouverte du tout, parce que là, elle implique des personnalités. On est dans le même cadre que l'affaire Epstein. Elle implique des personnalités, elle donne une adresse de charnier, qui a dû probablement voler en éclats, puisque personne n'est allé vérifier si ça existait ou pas. Donc là, c'est invérifiable. Mais en tout cas, des crimes d'enfants, il y en a. Et on trouve des corps d'enfants. Et des corps d'enfants mutilés, des corps d'enfants violés, des corps d'enfants battus, torturés. Ça existe. Après, je vous dis, comme ils perdent les films, on s'en sort pas. Donc nous, on va demander à ce qu'ils produisent les films. Enfin, les pièces, on va dire. Bien sûr, pas les films. Oui. Les pièces en général. Oui. Et donc, alors ça, c'est leur passage dans les pédocriminalités, c'est entre 3 et 12 ans. Et ensuite? Alors après, il y a l'esclavage, comment dire, domestique. Donc ça peut être utilisé, alors ça, c'est les gosses qui ont peut-être un physique qui ne correspond pas à la prostitution. Ça, on en retrouve, oui. Et on a des traces, oui. D'ailleurs, les Africains en dénoncent beaucoup d'enfants qui sont volés, 13-14 ans, qui sont mis dans des familles et qui servent d'esclaves domestiques. Esclaves domestiques. C'est pas très cher parce qu'en fait, j'ai écouté les prix, là, c'est 3 000 € le gosse. Oh. Donc 3 000 € le gosse, il est à vous, on vous conseille de lui confisquer son passeport, de confisquer son identité. Ouais. Et donc pour 3 000 €, vous avez une femme de ménage, pour pas très cher. Plus qu'une femme de ménage. Plus si affinité. Enfin, alors, en plus. Voilà. Donc il y a cet esclavage-là domestique, et à partir de 12 ans, parce qu'on ne peut pas faire de transfert d'organes avant, enfin, c'est difficile, sauf sur certains, il y a le trafic d'organes. Et c'est pareil, quand vous n'avez pas d'identité et que vous n'avez pas de parents et que personne ne peut vous réclamer et que vous ne pouvez pas vous manifester nulle part, c'est très facile de vous faire disparaître dans une filière quelconque. Et le grand banditisme. Alors, le grand banditisme aussi. Hein. Alors, dans les tueurs du Brabant, là, qui est en parallèle de l'affaire Dutroux, oui, il y a des gens, il y a des possibilités que ce soit des gens qui soient nés dans les réseaux. Ah oui. Qui soient nés dans les réseaux et qui soient manipulés, utilisés. Pour en faire des tueurs. Des tueurs, des voleurs, des trafiquants, oui. Des gens qui, en fait, en réalité, payent à votre place. Quand vous avez des petites mains qui fonctionnent et qui peuvent rien faire pour se défendre, ni même prendre un avocat. Vous savez, dans la famille Dutroux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas investigué le père. Victor Dutroux, il est le père de Marc, il est instituteur, il est en poste où? Il est en poste en Afrique. Il est au Congo. Mm-hmm. Là, il séjournait avec un autre pédocriminel. C'est des petites mafias. C'est des petits réseaux. Si vous ne faites pas les connexions entre les noms et les prénoms, on n'arrive pas à remonter. On a l'impression que Epstein, c'est le grand... Comment il est présenté, Epstein? Le grand loup solitaire. C'est le grand méchant loup, voilà. Le grand méchant loup, oui, solitaire. Solitaire. Voilà. Dutroux, c'est pareil. Allègre, c'est pareil. Fourniret, c'est pareil. Et finalement, quand vous remontez la piste, vous vous rendez compte que Fourniret tue une gamine qu'on a vue aux Canaries. Et dont plusieurs témoins disent qu'elle a été prostituée et qu'elle était sous drogue. Donc, c'est qu'enquête n'a pas été menée, et c'est que le grand méchant loup, il a plusieurs pattes. Et il a au-dessus de lui plusieurs commanditaires. On y retrouve quoi? Des financiers, des politiques. Vous m'avez parlé un petit peu des Clinton. Alors, les Clinton. Ah oui, les Clinton. Les Clinton, de toute manière, ils sont impliqués dans une secte qui s'appelle... Alors, je vais sortir mon petit carnet parce que quand même, il faut se souvenir de la secte. Du nom de la secte, j'oublie toujours une lettre au passage. C'est le NX... Alors, c'est le VXIVM. Alors ça, c'est une secte dans laquelle on retrouve la famille Bronfman, des liqueurs Bronfman, oui. Lynn Forrester Rothschild, et les Clinton. Et ça, c'est une secte. C'est une secte, oui, qui était dirigée par un type qui s'appelle Kees Raniere, qui faisait de la prostitution de jeunes femmes, essentiellement des jeunes femmes, et surtout de la reproduction. De la reproduction.
Dans des villas, oui, vers le Mexique. Donc les filles qui étaient enlevées, c'était des Mexicaines. Et il a été arrêté. Il faisait ça entre autres. Il marquait les gens au fer rouge. Et donc Ah, il les marquait au fer rouge. oui, les gamines étaient marquées comme... on est au Mexique, hein, c'est western. Ouais, enfin, bref, toujours est-il qu'en lien avec cette secte, il y a ce qu'on appelle... Donc, Hillary Clinton peut tomber pour ça. Parce que aux États-Unis, on dit, voilà, elle a été entendue, etc. Mais elle est impliquée dans ce dossier. Et nous, on a porté plainte contre elle. Donc, on a porté plainte contre les Clinton, Oui. justement à cause de cette secte. Ils sont dans nos plaintes. Ça, vous pouvez aller voir. Contre Lynn Forrester aussi, Rothschild, on a porté plainte. Même si on sait que Rothschild, c'est pas non. On retrouve aussi toute l'équipe de Génie Énergie. Alors, c'est Rumsfeld, Dershowitz et Rothschild Jacob. Et on retrouve aussi toute une équipe. Hein. Et le président Trudeau. Le Premier ministre canadien. Donc ils sont tous impliqués. Donc dans la plainte, on a demandé à ce qu'il y ait une ouverture d'enquête et que des enquêtes soient diligentées pour déterminer quelle était leur part d'implication dans cette secte. Mais cette secte a débouché sur une autre secte qui s'appelle le Rainbow Cultural Garden. Donc ça, c'est une secte. Il y a des ramifications. Alors je ne sais pas si ça a été fermé depuis parce que la secte a été quand même démantelée. Donc on ne sait pas trop où c'en est. Ça, c'était toujours les mêmes. Et ils prenaient les enfants tout petits. Ils les mettaient, et on va parler d'expérimentation. Et là, Hillary Clinton était présidente d'une des filiales. Ils mettaient les enfants, c'était des jardins d'enfants, Kindergarten, comme on dit en Allemagne, tout petits. Il leur parlait une langue différente tous les jours, il les changeait d'éducateur tous les jours et il les coupait de leur famille. D'accord. Et donc il y a des ramifications jusqu'à Moscou de ces Rainbow Cultural Garden. Et là, c'est en lien avec cette secte-là. Donc, vous voyez, il y a des mots automuels d'un côté, la secte de caisse ranière de l'autre, des femmes qu'on utilise pour se reproduire dans des villas. Ouais. S'ils faisaient de la reproduction, ils enlevaient les enfants. Ça, on a beaucoup de témoignages de femmes à qui on a enlevé les enfants. Et voilà, donc les enfants, c'est une marchandise comme une autre. Je dirais presque un élevage de poulets, quoi. Enfin, vous voyez, ça ressemble à ça. Qu'est-ce qu'on va en faire ? On va en faire de la reproduction, on va en faire des chevaux de course, on va en faire des... je sais pas quoi, voilà. Et ça marche comme ça. C'est pour ça qu'il faut sortir de tout ce qui est très médiatique. Parce qu'en fait, l'enquête, elle doit se mener pour trouver les enfants, pour trouver les coupables, pour trouver les lieux où ça se passe. Parce que ça n'est pas parce qu'on a fermé les îles d'Epstein que ça s'est arrêté. Que ça s'est arrêté. Ce n'est pas parce qu'on a mis Dutroux en prison que ça s'est arrêté. D'ailleurs, Epstein avait comme on a discuté, j'ai quand même regardé le lien d'Epstein avec la Belgique. Il y a un lien avec il avait des appartements et c'est un avocat français, une avocate, qui était son conseil en Belgique et qui lui achetait ses appartements, etc. Elle a fermé son cabinet en 2024. Mais voilà, donc vous voyez, j'ai cherché parce qu'on a discuté et que voilà. Mais oui, il avait un pied en Belgique et il y a un très bon article écrit par des Anglais qui explique que c'était un bon endroit parce que c'est un endroit où ça peut diffuser un peu partout en Europe. Voilà, donc c'est un homme qui connectait en plus des réseaux les uns avec les autres. C'est ça. Il avait une spécificité, c'était peut-être l'expérimentation, peut-être. Peut-être. Ça, le fait que ce soit du haut de gamme, il était très haut de gamme. Ouais. C'était le haut de gamme. Ça, c'est sûr, c'était le haut de gamme. Mais bon, chez Dutroux, il y a un peu de haut de gamme quand même. Parce il y a du haut de gamme aussi chez Dutroux. Bah, dans le club échangiste, qui s'appelle le Dolo, il y a des hommes politiques qui passent, il y a des juges, il y a des policiers qui sont impliqués et qui sont nommés. D'ailleurs, pour certains qui ont été condamnés. Donc effectivement, on est dans le haut de gamme aussi. Mais il y a des niveaux, vous voyez. On va vous vendre un Apple haut de gamme et puis un computer un peu moins... Et vous considérez bien qu'il y a connecté à l'ensemble de ces réseaux aussi des services de renseignement. Oui.
qui eux-mêmes sont infiltrés par des mafias internationales, et que donc on a bien un système mafieux généralisé Exactement. qui fait de la traite, traite De la d'enfants, traite voilà, Oui, parce que ça qui s'arrête fait pas. partie d'ailleurs depuis toujours de leur Bien sûr, fonctionnement. bien sûr, ça fait partie de leur fonctionnement et c'est un fonctionnement mafieux typique. Oui, Je veux dire, l'Italie totalement. a été impliquée là-dedans. C'est un fonctionnement mafieux typique. Il y a pas de, on n'en sort pas. Et qu'est-ce qui a facilité la chose? Parce qu'il faut Oui. quand même en parler, et ce dont personne ne parle, c'est le pacte des migrations ordonnée et régulière. Parce que qu'est-ce qui est dit dans ce pacte? Dit gentiment de Marrakech. Oui, pareil, alors, le pacte de Parce que Marrakech. quand on dit migration ordonnée et régulière, c'est pas des émigrations ou des immigrations, c'est des déportations. Uh-huh. C'est surordonné et régulier, c'est toujours une déportation. C'est des populations qui se déplacent de façon officielle, on va dire. Donc, qui ne fuient pas quoi que ce soit. Organisé, ordonné. Ordonné. Il faut bien parce que quand on dit pacte de Marrakech, c'est mignon Marrakech, on rêve de soleil. Mais c'est pas le cas. C'est des migrations ordonnées et régulières. Eh bien, qu'est-ce qu'il est dit? Que les enfants pourront voyager seuls, qu'on pourra les changer d'identité, qu'on pourra les mettre dans des structures gérées par les diasporas et qui pourraient être mis en camp de rétention, exactement comme les gens qui circuleront. Il faut le lire, le pacte des migrations. De Marrakech. Ah oui, il faut le lire. Et il faut lire aussi le dernier volume, la dernière partie qui parle des flux financiers et de la confiscation des salaires. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'employeur pourra confisquer aux migrants son salaire, s'il le souhaite nécessaire. Et je ne veux pas faire de lien, mais on n'est pas loin, aujourd'hui, de ce genre d'annonce. Oui, c'est des formes de traité d'esclavage, donc. Oui, parce que ce qu'on dit dans le pacte d'immigration sûre, ordonnée et régulière, c'est que nous serons des ports d'arrivée et des ports de départ. Il n'est pas dit que nous serons que des ports d'arrivée, il est dit que nous serons aussi des ports de départ. Donc, mais ce qui est important, c'est les enfants. Moi, ce qui m'a frappé, c'est les enfants, des enfants qui voyagent seuls, dont on peut changer le nom. C'est écrit noir sur blanc. Sur ce traité de Marrakech. Sur ce traité. Donc, ça facilite les tâches. C'est une fois de plus, la mafia se donne les moyens, après coup, de faire quelque chose qu'elle fait depuis longtemps. On fait circuler des populations, on fait du trafic d'êtres humains ou du trafic d'organes, et tout d'un coup, on se donne une opportunité par des... Il faut le lire, hein, c'est un torchon, mais je veux dire, c'est très mal écrit et c'est indigne. Je veux dire, c'est pas un document diplomatique digne de quoi que ce soit, mais les éléments sont là, les faits sont là, les articles de loi sont là, et ils essaient de l'appliquer. Alors, cette émission tire à sa fin. Vous avez beaucoup de... Donc, l'association que vous présidez, Wikijustice, Julian Assange, a énormément de dossiers en ce moment? Oui, beaucoup trop. Beaucoup trop? Beaucoup trop. Je préférerais que les droits de l'homme aillent beaucoup mieux. Mais oui, on a beaucoup trop de dossiers. Ouais. Oui, on a beaucoup trop de dossiers. On se focalise essentiellement sur les enfants, mais enfin, on essaie de... Notre objectif, c'est les enfants, parce que nous pensons qu'il y a urgence. Il faut vraiment protéger les enfants. Il faut mettre un terme à ces trafics qui sont sordides. Retrouver de l'humanité, c'est Exactement. comme ça que vous vouliez conclure. Retrouver de l'humanité, retrouver le respect de l'être humain, replacer la vie au centre de nos préoccupations, le respect, la compassion, l'amour. Je ne sais pas, on aime nos enfants. Généralement, un être humain normal aime ses enfants, protège ses enfants. Donc voilà, et moi ce que je veux, c'est qu'il n'y ait plus d'enfants qui soient... je ne veux plus lire ces rapports d'autopsie monstrueux où on me dit qu'on viole des enfants, on les tue, il faut les lire, les rapports d'autopsie. C'est terrible, j'ai l'impression d'être dans un festival d'horreur. Et sur des enfants, des petits, des très petits, 3 ans, même des nourrissons, c'est infernal. D'ailleurs, dans le Kinsey faisait la même chose. Oui, je voudrais qu'on termine sur quelque chose d'humain, oui, que les gens se lèvent pour dire on va protéger tous ces enfants, on va arrêter ce massacre
c'est un crime contre l'humanité et surtout on va redonner des identités à ces enfants qui ont grandi dans les réseaux et qui sont prisonniers de ces réseaux, et Dieu sait s'il y en a. À mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises, on va découvrir beaucoup de gens qui n'ont pas de vie en fait. Ils n'ont pas de vie. Oui, nous on a... Alors il y a ceux qui sont pris dans ça et on les a appelés les no-name parce qu'on en trouve beaucoup. Et ceux qui veulent en sortir, on les appelait les Spartacus, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont venus nous porter des informations, et je les en remercie d'ailleurs, parce qu'ils ont eu beaucoup de courage, même si on ne peut pas dire leur nom, et même s'ils sont pas... Ils sont dans les réseaux, donc ils sont en danger. Mais je les remercie parce que sans eux, on n'aurait pas avancé. Et j'espère qu'ils vont continuer à nous fournir des informations. Et je leur dis que nous, on est prêts à les aider, à venir sur le devant de la scène et qu'on les aidera à sortir de ces réseaux. Parce qu'il faut penser à ces enfants qui ont grandi. Ils ont grandi hors sol, ils n'ont pas trop la notion de ce qu'est la véritable société, ce que c'est l'amour, la tendresse de parents, la formation, enfin voilà, tout ça. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est amener tous ces enfants qui sont aujourd'hui dans les réseaux, qui sont probablement pris ou dans une culpabilité terrible parce qu'ils ont fait des actes qu'ils ne voulaient pas commettre, qu'ils peuvent parler et qu'on est prêt à les écouter et à leur donner la parole. Écoutez, merci beaucoup Véronique Pinancé-Barrière pour ces témoignages. Merci. On vous a donné la parole aujourd'hui. Merci à vous, c'était très gentil. Écoutez, c'est nous qui vous remercions pour l'importance de tout ce que vous avez témoigné, et nous vous souhaitons bon courage évidemment. Merci. Pour la suite, car il y a du pain sur la planche, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Puis en plus, c'est une hydre. Vous coupez une tête, il y en a 7 qui repoussent. Exactement, donc on va essayer de couper toutes les têtes. Donc il y a du travail. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle la revue Géopolitique profonde, Projet Gaïa, le déclin terminal, le déclin terminal de l'Europe. Voilà, avec des articles sur la Chine aussi, sur l'OTAN, sur l'Union européenne. C'est riche, comme toutes les revues de géopolitique profonde, et celle-ci, c'est celle du mois de juin, le numéro 36. Je rappelle les podcasts aussi. Écoutez-nous sur podcast. Et n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles, de même qu'il y a un ratio qui n'est pas ce qu'il devrait être sur le nombre de vues YouTube par rapport aux pouces. Vous mettez des pouces, ça c'est pour YouTube. Et puis, s'il vous plaît, si vous voulez bien, c'est gratuit, ça ne vous coûtera rien, nous mettre dans les podcasts les 5 étoiles. On y tient, on y compte. Merci à vous. La soirée continue sur GPTV, et ce dès 21h30, avec les meilleurs moments de la matinale. Demain, vous retrouverez à 7h dans le livre-journal de Géopolitique profonde, Dimitri Tkochko. Voilà, puis vous retrouverez Mike à 12h30 et enfin un Raphaël à 19h avec Pierre Jovanovic. Très bien. Une belle journée de dimanche en perspective. Merci pour votre écoute. Passez une excellente soirée. Le piège européen pèse sur les épargnants. Si votre argent est placé en livret A et en assurance vie, quand la Cour des comptes veut faire les poches des Français, découvrez les alternatives qui existent pour diversifier votre épargne. L'Institut Géopolitique Profonde vous aide à découvrir quelles solutions existent.